Alors, Olivier Alain, vice-président de la région Bretagne, prenez des micros. Olivier Dauvert, ingénieur agricole du think tank agroalimentaire, et Frédéric Descrozaille, député du Val-de-Marne. Les quelques chiffres pour la PAC: 400 000 exploitations en France, 50 milliards d'euros par an, 80% d'aide aux agriculteurs. En 2015, 1,5% des bénéficiaires avaient 32% de ces aides. Donc c'était un peu ce qu'on présente, le côté négatif, et pas que nous les journalistes, parce que ça va bien maintenant, c'est la course au rendement, et jusqu'à présent, évidemment, c'était l'encouragement à une politique productive, de productivité. Où va-t-on? Quelles sont les pistes pour 2021? Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à cette question? Est-ce que la PAC va changer de modèle aussi, avec les considérations qui sont celles qui nous intéressent depuis hier matin? Je veux bien démarrer. Donc d'abord, Olivier Alain, donc je suis agriculteur aussi en Bretagne avec ma sœur. Nous avons une exploitation de 130 hectares et avec 135 vaches allaitantes naissées engraisseurs et également 6000 poules pondeuses. Alors, à cette question directe, je pense qu'il faut qu'elle change. On a un levier formidable, 63 milliards d'euros au niveau de l'Europe, un peu plus de 9 pour la France. Moi qui suis un Européen convaincu, je ne me satisfais pas des choix, notamment des accords de Luxembourg de 2003, qui intègrent le découplage des aides, c'est-à-dire en gros une aide qui est donnée quel que soit ce que l'on fait. Et je crois que tout à l'heure, quand Yann Wehrling est intervenu sur le 4 pour 1000, il a dit quelque chose de très important, c'est que l'agriculture, quelque part, est source de solutions complète à la survie de l'humanité. C'est ça, en gros, sur le stockage du carbone, c'est la biodiversité. Donc, l'Europe a quelques devoirs. On a eu nos amis africains qui sont intervenus tout à l'heure sur, justement, cette reconquête sur le plan du carbone, de la biodiversité, enfin, du réchauffement climatique. Et je pense que l'agriculture, si on lui donne l'occasion de changer un petit peu d'approche, de développer l'agroécologie, parce que je peut pouvoir affirmer un petit peu que l'agroécologie n'est pas l'ennemi de la compétitivité. Je ne le dis pas de façon péremptoire ici. Je le dis sur une politique qu'on a conduite en Bretagne avec 220 millions d'euros sur des MEC, mesures agri-environnementales et climatiques, qui pour nos auditeurs ici, c'est en gros un billet de 10 000 euros donné aux éleveurs qui s'engagent sur toute leur exploitation à produire du lait, de la viande avec moins de maïs, moins de soja, moins de pesticides, plus de légumineuses, et qui gagnent plutôt un peu plus d'argent. En tous les cas, c'est l'étude qui a été faite et conduite par les chambres qui permet de le dire. Donc, je crois qu'il faut, par petit territoire, voir comment on peut, avec des mesures plus contractuelles, financées par l'Europe, par le premier pilier, peut-être par les écochimes, par le second pilier, par les MAEC, comment arriver à transformer nos modèles agricoles qui associent productivité et moins de dépenses en carbone. Maximin disait tout à l'heure, enfin hier plutôt, il faut qu'on arrive à produire plus avec moins d'intrants. C'est dit simplement, mais je crois que c'est ça un peu l'agroécologie. Et je crois qu'il y a vraiment des choses, un vrai challenge, un vrai enjeu. J'espère qu'on pourra aller vers une PAC qui change et qui contractualise et qui aide les agriculteurs sur 4-5 ans avec des contrats bien clairs pour cette transition agroécologique absolument indispensable et nécessaire et qui associe compétitivité et également agroécologie. Alors nous devions avoir avec nous des députés européens ou des ex-députés européens. Il y a eu à nouveau des problèmes de train. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails, mais voilà, c'est assez fantasque ce qui s'est passé ce matin avec un TGV. Il y a eu aussi une personne qui a été retenue à Bruxelles. Je m'adresse donc au député de la République que vous êtes, Frédéric Descrozaille. Comment est-ce qu'on envisage la suite des choses? Est-ce qu'on peut rebâtir de nouvelles fondations pour la suite de la politique agricole commune? On peut certainement, et c'est le moment de le faire. Je reviens sur ce que vous avez présenté comme données au début. Il y a quand même des choses qu'il faut rappeler. Oui. En 1946, il y avait des tickets de rationnement dans Paris. L'alimentation, c'était plus de 40% dans le budget des ménages. On n'était pas 70 millions comme aujourd'hui. On devait être un peu plus de 40 millions, je ne sais plus exactement. Donc, 3-4 générations plus tard, on a la terre entière tous les matins au petit déjeuner pour pas cher. Quoi qu'on en dise, on n'a jamais mangé aussi sainement. Et on est un peuple rassasié qui a perdu de vue tous ces enjeux-là. C'est-à-dire que je crois qu'il faut célébrer ce qui a été fait. Le productivisme dont on fait le procès, la course au rendement, oui. Bon, c'est ça qui a permis, qui a profité d'abord aux consommateurs, qui a ensuite profité à la grande distribution, qui a ensuite profité à l'agro-industrie, qui a ensuite profité à l'agro-fourniture et en dernier aux revenus paysans. Ça n'empêche pas de revoir sa copie, on n'est plus en 1946. Tout à fait. Il faut juste rappeler ça, parce que ça a été un petit peu balayé dans les années 90.
au moment où, en fait, à la fois sous le coup de l'élargissement, où l'Europe est devenue une fédération de pays qui faisaient plus de commerce que de production. Pendant très longtemps, l'Europe, ça a été des pays producteurs. C'est pas pour rien que l'agriculture a été une politique qui a cimenté la construction européenne. Et puis c'est devenu une nation où l'impact des pays qui faisaient du commerce, de l'alimentation, a été plus important. Donc c'est devenu moins important pour l'Europe même, puis il n'y avait plus l'enjeu de l'alimentation pour nourrir les populations pour pas cher. Et en plus, l'agriculture a été introduite à l'ordre du jour du GATT, qui est devenu l'OMC. Et là, on s'est fait croire en 1994 que toutes les formes de soutien aux agricultures étaient vouées à disparaître. Il fallait les réduire jusqu'à les faire disparaître. Accord que personne n'applique en réalité. Et puis qui ont ouvert un cycle, celui de Doha en 2003, qui devait durer 3 ans, en 2001, qui devait durer 3 ans et qui est toujours pas clos et qui est à l'agonie. Juste pour remettre les choses en perspective. Donc dans le contexte, les demandes qu'il y a aujourd'hui, et j'espère qu'on va parler des sols, parce qu'il y a des choses... C'est la problématique qui nous intéresse. Et les demandes qui sont faites aujourd'hui, moi la première chose que je voudrais dire, c'est que d'avoir une alimentation plus local, mieux tracé, avec plus de signes de qualité, plus de bio. Et moins d'empreinte carbone. Moins d'empreinte carbone, ouais. Très bien. Pour le même prix, non. Ça sera un petit peu plus cher. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'était un débat qu'on a eu hier, effectivement. Oui, voilà. Il y a les deux colonnes. Hein. Je vais vous donner un exemple. Il y a 540 000 hectares en Île-de-France, 12 millions de consommateurs. Les 540 000 hectares se sont mono-spécialisés depuis 40-50 ans. On n'y fait pratiquement que du blé. On exporte 1 tonne de blé sur 2. Si on veut réintroduire d'autres cultures, il y avait du maraîchage, de l'élevage dans les années 60-70. Il y a de la place pour au moins 2 stations de légumes racines de 25 000 tonnes. Il y a de la place pour 1000 hectares de pommes, 400 hectares de poires. Tout ça, il faut investir. C'est 10 millions d'investissements. Ça ne va pas se faire comme ça. Il faut qu'au niveau de l'achat, des collectivités, des hôpitaux, de la PHP par exemple, qui a un gros pouvoir de prescription pour la restauration scolaire, y compris la restauration commerciale, il y a des investissements, des engagements en valeur, en volume plutôt, avant de discuter des prix. Et puis si ça doit être des variétés locales, je prends l'exemple juste des légumes racines, si on veut, qu'il n'y ait pas de nématodes sans utiliser de dichloropropène, il faut 7 fois la surface pour saturer la station, pour qu'il puisse y avoir une rotation de 7 ans. Ça veut dire que c'est des surfaces, et puis il faut de l'eau, donc on ne les trouve pas comme ça. C'est des investissements d'un grand nombre d'agriculteurs sous forme coopérative ou GIE ou ce qu'on veut, d'autres formes sociétaires, mais ça veut dire qu'on les payera un petit peu plus cher et que de quelques centimes par repas, on aura effectivement ce que les consommateurs veulent et accessoirement ce qu'on a voté. Olivier Dauvert. Donc moi je m'appelle Olivier Dauvert, je dirige le think tank agroalimentaire des Échos depuis 5 ans. On a présenté nos recommandations hier et on est parti d'un point de départ qui est quand même de dire on ne mesure pas l'ampleur du problème qui se pose à l'agriculture et que c'est désormais plus des accommodations, c'est un renversement de la table qu'il faut imaginer. Pour vous convaincre de cette idée-là, on est effaré quand on met tout bout à bout. D'abord, la production agricole française décline depuis les années 2000, factuellement. Il y a des filières sur lesquelles on est importateur net, la volaille. Pour les Bretons que nous sommes, moi ça s'entend moins que toi, mais ça fait quand même mal au derrière de savoir que désormais on est importateur net de volaille. Il y a 15 ans, 20 ans, on n'aurait jamais dit ça. Que globalement, donc, la production agricole française régresse depuis les années 2000, que notre part de marché mondiale est passée de la 2e position à la 6e, on vient de se faire doubler l'année dernière par la Chine, et qu'on nous explique toujours que c'est parce que le Brésil est devenu un pays agricole, que la Chine est un pays agricole, qu'on a descendu dans les classements mondiaux. Pas de bol. Les Pays-Bas et les Allemands, eux, ont maintenu leur position au 2e et au 3e rang. Donc, ce qui veut dire qu'on a un problème structurel en France et qu'il faut peut-être commencer par accepter l'idée que la préservation du modèle agricole français, qui est souvent à la base de toutes les discussions, ce n'est pas le sujet. Parce que ce modèle-là, il produit un échec. Factuellement, les chiffres de l'économie sont implacables. La ferme France se marginalise année après année. Alors, partir du postulat de départ qu'il faut maintenir le modèle agricole français, c'est accepter l'idée que ça va continuer. Donc déjà, nous, on dit, acceptons cette révolution culturelle. Ça ne peut pas continuer sur la base de la défense du modèle. C'est un très mauvais argument puisqu'il produit que de l'échec économique. Ensuite, on dit 2 choses. On a un problème de compétitivité, tout le monde est assez d'accord. La PAC peut contribuer à nous aider, enfin la PAC pour moi étant pas le volet uniquement législatif, mais la politique européenne de l'agriculture et de l'alimentation, dans laquelle il y a des distorsions terribles entre les pays, qui fait que de toute façon, on fait un 100 mètres avec un boulet de plomb au pied. Donc on n'arrivera jamais en Bretagne à produire du poulet dans les conditions économiques de la Pologne. Jamais.
Donc, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas travailler sur la compétitivité coût. Mais il faut travailler sur la compétitivité coût et hors coût. Et notamment sur la revendication de l'origine en étant beaucoup plus transparent que la réalité de ce que l'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, les acteurs revendiquent tous, quand ils ont des produits d'origine France, que c'est de la matière première française. Ah ben, des drapeaux français, on en voit partout. Par contre, quand ce n'est pas de la matière première française, on ne voit rien. On voit juste UE. Et donc, nous, l'une de nos recommandations, c'est de dire, pour reconquérir le marché intérieur français, parce que si déjà on reconquiert le marché intérieur français, les paysans iront mieux, avant de savoir si on va exporter jusqu'en Amérique du Sud. Déjà, il faut reconquérir le marché intérieur. Il faut donner aux consommateurs les éléments de choix et rendre obligatoire l'affichage de l'origine, pas uniquement quand il est français, et même que les industriels ou les distributeurs s'engagent à ce que chaque fois sur un produit, sur une marque, qu'ils revendiquent l'origine France, qu'ils le revendiquent de la même manière lorsque sur un autre produit de leur gamme, l'origine ne serait pas française. Pour donner les éléments de connaissance aux consommateurs au moment où ils choisissent. Et vous allez voir que petit à petit, si on fait ça, la demande des consommateurs va se déporter petit à petit. Mais comme le prix fixé dans la cour de la ferme, c'est la loi et la demande, c'est la loi de l'offre et de la demande, ben mécaniquement, si vous faites progresser la demande, même un tout petit peu, le prix bouge, même un tout petit peu. Et aujourd'hui, les paysans, vous espéreriez déjà que ça bouge, ne serait-ce que d'un tout petit peu. Donc prenons ce premier chemin-là. Il faut reconquérir le marché intérieur français. Et donc il faut obliger à l'origine, à la transparence dans l'origine, et pas uniquement écrit un caractère 2 à l'arrière des packaging. Voilà les recommandations de votre think tank, Olivier Dauvert, parce que c'est quand même notre objet, sur la protection des sols. Comment est-ce qu'on fait pour inculquer la protection des sols au niveau de l'Europe et au niveau de la politique agricole commune? Olivier Alain. On peut paraître loin des sols un petit peu tout à l'heure quand tu dis ça, Olivier, mais la stratégie qui a été définie par les États généraux, notamment sur le second pilier, qui a été faite par le monde agricole dans toute sa composante, était de se dire on ne va pas se battre contre les Ukrainiens, ils sont plus forts que nous en céréales, contre les Polonais, contre les Espagnols en porc, mais montons en gamme légèrement, on est le pays de la gastronomie, je pense que c'est une bonne stratégie. Et pour le coup, on voit bien que le consommateur est vraiment en train de changer, de faire un lien entre sa consommation et sa santé. Et si on protège nos sols, c'est-à-dire que si on a des systèmes agroécologiques, si on produit par exemple, j'ai vu en Allemagne et en Hollande, et on va le faire en Bretagne, des cochons qui étaient nourris avec de la luzerne en ensilage, avec toutes les vertus de la luzerne, un aliment fibreux, des cochons qui n'aient pas la queue coupée. La luzerne produit énormément de protéines à l'hectare, sans intrants quand on a le lisier pour le faire. Donc on associe pour le coup compétitivité. Alors on n'a pas appris ça à l'école, mais il y a vraiment, quand il faut renverser la table, je pense que c'est aussi ça, vraiment sur des systèmes. Moi je ne crois plus trop à l'économie shadow qui consiste à uniquement transporter des flux. Il faut qu'on arrive à être beaucoup plus endogène dans la production. Produire nos propres protéines ici, c'est un peu, je trouve que exporter 15 millions de tonnes de blé, importer des millions de tonnes de soja, alors qu'on a un potentiel de produire des lupins, des févrols, qui sont plus riches en oméga 3, en oméga 6, qui vont permettre à des régions de grande culture comme celle-ci de diversifier leur assolement. On a besoin de contractualiser tout ça, d'avoir entre le Grand Ouest qui est producteur d'animaux, les régions de grande culture ici, pour se distinguer des autres, avoir des produits plus vertueux, avec moins de pesticides, parce que le consommateur sera sensible à ça. Également, le sol autour du carbone. Donc il y a vraiment quelque chose à créer et que la PAC doit encourager. C'est important ce que vous dites, parce que moi, depuis hier, on parle de différentes innovations, de la régénération, du stockage de carbone dans le sol. Est-ce que tous ces éléments-là il y a des paragraphes là-dessus dans les futurs projets européens? Alors, il y a un outil, je ne sais pas si vous l'aviez évoqué jusqu'à maintenant, qui s'appelle la haute valeur environnementale, HVE, qui est un truc auquel moi je crois beaucoup, qui a été présenté à la Commission. Un truc qui n'est pas un machin. Un dispositif. Le principe est assez simple, c'est de faire du sol le meilleur indicateur de l'impact des pratiques agricoles sur ce qui préoccupe nos sociétés, la biodiversité, la nutrition des plantes, la protection des plantes et l'eau. Donc vous avez ces 4 points-là. Donc haute valeur environnementale, l'idée c'est de certifier non pas ce qui sort de l'exploitation, les produits, mais l'exploitation elle-même. C'est de certifier le travail agricole. Et donc, vous avez le principe, il y a 3 niveaux. Le niveau 1, c'est le respect des exigences environnementales et un diagnostic pour atteindre les niveaux 2 et 3. Et ensuite, vous avez une série d'exigences, c'est très technique. Et le niveau 3 est vraiment très qualitatif, avec
Alors ça ne prétend pas se passer totalement de la chimie, mais de faire la preuve, pratiquement parcelle par parcelle, de privilégier toutes les techniques qui sont alternatives par rapport à l'usage de produits chimiques de protection, et c'est de remettre la biodiversité végétale et animale dans le sol, c'est vraiment de mesurer, c'est-à-dire d'avoir une pratique qui soit la plus saine possible et qui tienne compte de réalité de terroir en réalité. Ça, si on parvient à le faire reconnaître à nos partenaires comme étant un indicateur, moi j'y crois beaucoup. C'est-à-dire qu'on peut, et ce en quoi je crois, c'est que cet indicateur-là peut trouver une valeur sur le marché. C'est-à-dire que, parce qu'on est les champions du monde pour se mettre des exigences qui deviennent en fait des conditions d'accès au marché, qui ne sont pas rémunérées au final. Donc là, il s'agit quand même d'avoir un plus. Et dans la mesure où c'est un dispositif français qui vient de la filière viticole en réalité, qui a été largement approuvé par le maraîchage, l'Arbo. Il y a énormément de filières qui frappent à la porte. Voilà, c'est-à-dire que ça serait aussi une fierté française que d'avoir convaincu nos partenaires de dire, écoutez, on a inventé un truc, un dispositif, qui mesure assez bien et qui est exigeant et qui répond en fait aux grandes préoccupations relevant de la pratique agricole. Juste un mot par rapport à ce qui s'est dit, c'est que je suis complètement d'accord moi sur l'idée d'avoir la relocalisation, mais je parlais de l'Île-de-France. Il faut pouvoir obtenir au niveau européen la possibilité pour des marchés publics d'avoir jusqu'à 20-30% de produits locaux, moins de 200 km. Aujourd'hui, c'est interdit. C'est pas le cas. C'est interdit parce que vous esquintez le marché unique. C'est sacro-saint le marché commun. C'est comme ça qu'on a fait l'Union européenne. Sauf que là, c'est pas une barrière douanière, c'est une indication. On peut dire que ça relève de la protection des consommateurs. Je désespère pas qu'on puisse convaincre la DG Concurrence, de dire c'est demandé en fait, et puis la possibilité effectivement d'avoir ces origines sans que ce soit perçu comme étant encore une fois une concurrence déloyale entre États membres. Le lien qu'il y a à faire entre l'approche très amont par le sol et l'approche très aval par la consommation, c'est que avec des démarches comme HVE par exemple, on travaille ce qu'on appelle la compétitivité hors coût du produit, puisqu'on en améliore sa valeur, mais effectivement, en général, ça coûte plutôt plus cher à produire que moins cher. Sauf que si l'amélioration de la compétitivité hors coût n'est pas perçue par le client parce qu'on lui donne des éléments objectifs de compréhension du produit A comparé au produit B, en disant clairement ce que le produit A a comme valeur et ce que le produit B n'a pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille plus loin dans l'obligation de l'origine, de la transparence, de savoir ce qu'il y a dans les produits, parce que sinon, on continue à se mettre, on est les champions du monde pour créer les super bons produits, mais on laisse les produits d'importation arriver de manière anonymisée. Or, aujourd'hui, dans la restauration, par exemple, quand vous achetez, quand vous consommez de la viande, de bœuf ou du poulet, vous faites le lit. Et vous aussi et moi aussi, alors que nous sommes des Français défenseurs de l'agriculture française, on fait le lit des importations. Est-ce que c'est normal? Non. Pourquoi? Parce qu'on laisse tous ces produits arriver de manière anonyme. Les restaurateurs, par exemple, ont l'obligation aujourd'hui d'indiquer la provenance de leur viande. Vous l'avez tous probablement vu quand vous êtes consommateur. Où le mettent-ils? Sur un tableau à l'entrée des toilettes pour que personne ne le voie. Mais c'est de l'hypocrisie totale. Donc il faut non seulement travailler notre compétitivité hors coût par des démarches vertueuses, HVE en étude, mais en même temps, organiser la visibilité. Ça veut dire que désormais, il faudrait que sur la carte d'un restaurant, quand j'achète un suprême de poulet à la crème de morille ou je ne sais pas quoi, que le mot Pologne, s'il est polonais, j'ai rien contre les Polonais, mais il n'a juste pas la même valeur sociétale. Que ça soit écrit. Non, mais c'est un fait. Ça n'a pas la même valeur sociétale et sociale que le poulet soit polonais, brésilien ou français. Donc il faudrait que ça soit écrit, par exemple, en aussi gros. C'est bête, mais c'est simple. Quand je vous entends, on a l'impression, en tout cas le grand public qui vous entend, on dirait que tout ce qui ne vient pas de France est mauvais et tout ce qui est produit en France est bon. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je prends comme point de départ sociologique, parce que la sociologie doit nous guider, c'est que déjà, dans la tête des consommateurs, proximité égale qualité. Que ça soit vrai, que ça soit faux, c'est même pas mon sujet. Je ne vous ai pas dit que le poulet polonais était moins bon. Je vous ai dit qu'il avait une moindre valeur sociale et sociétale. C'est factuel, ça. Voilà. En qualité, on peut discuter des heures et des heures. Je n'ai même pas d'avis, pour tout vous dire. Donc, c'est juste pour vous dire que comme le consommateur est ainsi fait, que proximité égale qualité, que le consommateur sera l'élément de la reconquête du marché intérieur pour la ferme France, parce que ce n'est pas parce qu'on oblige les industriels ou les distributeurs à payer plus cher, ça ne dure qu'un temps. C'est parce que le consommateur, en bout de chaîne, l'acceptera. Comment peut-il l'accepter? Parce que pour lui, ça le vaut. Comment lui faire comprendre cette valeur par l'origine? C'est comme ça. Ouais. Olivier Alain. Une bonne politique, c'est une politique quand tout va dans le même sens. C'est-à-dire des démarches d'aval dont nos deux collègues ici ont fait la promotion avec la création de valeur, et aussi une démarche de politique publique. Alors,
je ne fais pas partie de la même famille politique que Dominique Le Potier, mais on a le même corpus idéologique. Moi, je suis C'est la deuxième personne qui dit ça. Hein. Très interventionniste. Avec Dominique Potier, maintenant, il va être labellisé. Je pense que l'agriculture doit lui. être... quelque part, la puissance publique doit se mêler, hein, parce qu'elle dépasse l'intérêt alimentaire, notamment pour ses fonctions territoriales, mais surtout environnementales, puisque c'est le sujet du sol. Et là, je pense qu'il faut carrément donner cette chance dans cette PAC, en associant aussi la profession agricole. Il ne s'agit pas que ce soit... Et en décentralisant ces politiques. Jean Rotner est intervenu tout à l'heure. Malheureusement, il y a eu une décision qui a été prise hier, que je ne partage pas, qui était de reprendre dans la future programmation une partie du second pilier géré par l'État. Donc ça ne va pas vraiment dans le sens de la proximité. Mais je pense qu'il faut maximiser les crédits d'orientation d'agriculture, alors que pour l'instant, c'est le premier pilier, les aides qui tombent à l'hectare, quoi que tu fasses, en gros, alors qu'il faudrait au contraire mettre davantage sur les crédits d'orientation, en ayant un côté environnemental assez fort, parce que je pense que justement, ce n'est pas l'ennemi de la compétitivité, et d'adapter ça au territoire. Les grandes cultures, dans la vigne, on n'a pas les mêmes problèmes qu'en Bretagne, donc il faut vraiment mettre ça au plus local, négocier avec la profession agricole sur des deals qui permettront justement de redonner attractivité aux produits français, parce qu'ils sont plus vertueux. C'est aussi la stratégie des États généraux. Tout le monde s'est mis d'accord, donc on ne va pas le remettre en cause. Donc j'espère qu'on va se saisir de ce moment important, de cette future négociation, pour donner sens à cette politique publique. Et puis j'invite nos amis syndicalistes aussi. Moi, je crois que si on reste trop conservateur sur la défense des aides pour des aides, si on n'est pas carrément en jouant l'inverse, en disant oui, on a une responsabilité, mais on veut un budget décent parce qu'on est la solution pour le climat, la biodiversité, la négociation sera perdue, on aura moins 15, moins 20% des aides, et là, ce sera la misère. Donc là, il y a vraiment une stratégie à avoir qui serait un peu contraire à ce que on peut penser. Sur le sujet. Alors attendez, parce qu'on a une question dans la salle qui est celle de monsieur Jean-François Soussana, qui est vice-président en charge de la politique internationale à l'INRA et coprésident de la GRA, le Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse. Merci de me donner la parole. Je voulais juste apporter une question, un commentaire aussi sur effectivement ce que propose la Commission européenne au titre de la prochaine PAC. Comme vous l'avez abordé, il y a la possibilité d'avoir des paiements pour des services environnementaux. C'est ce qu'on appelle les éco-schemes ou schémas environnementaux. Et comme vous le savez, il s'agit bien sûr d'une négociation dans laquelle les États membres vont pouvoir déclarer leurs ambitions, leurs stratégies. Et il est intéressant de noter que la Commission se positionne sur le contrôle de cette stratégie. Donc, si vous voulez, il y a des projets, on le voit nous en tant que chercheurs, sur le monitoring de la PAC qui sont en train de démarrer avec notamment l'usage des satellites et qui permettraient à la Commission de savoir si les engagements sont tenus et déjà en amont de savoir quel cadre elle peut donner. Donc, comment voyez-vous ces options et est-ce que vous trouvez qu'il y a là un tournant significatif pour la France? À qui veut répondre? Frédéric Descrozaille. Je veux bien. Alors, il y a une chose qui m'inquiète en fait dans cette approche-là, et c'est parce que c'est vrai au niveau européen et c'est vrai au niveau français. Je considère vraiment qu'on a perdu de vue, au sens perdu la connaissance de ce dont on parle, de la réalité agricole. Moi non plus, je ne suis pas de la même famille qu'eux. Mais s'agissant d'agriculture, je peux vous dire que dans l'hémicycle, on est très peu nombreux en fait, à savoir de quoi on parle. Et on est sur tous les bancs. Et les enjeux agricoles, de ce point de vue-là, ils sont vite transpartisans. Et la réalité, ce à quoi on se heurte, c'est que dans l'exercice du pouvoir, dans les exercices du pouvoir, les réalités agricoles, elles sont perdues de vue. Moi, je me suis battu au sein du Parlement pour qu'on ne ramène pas la date trop tôt des exigences dans la restauration collective. Parce que les 50% de produits de qualité, les 20% de bio, je pense qu'en fait, on va mettre plein de communes dans l'illégalité et qu'il va y avoir plein d'importations de bio. Parce que c'est long, en fait, les investissements. Le pas de temps est juste pas le même du tout. Donc les gens sont très pressés, ils ont perdu de vue beaucoup de choses. Et moi, que la Commission se mène à se prétendre monitorer ce que va être l'environnement dont elle sait bien que c'est quelque chose qui devient une obsession pour tous les peuples, je veux bien, à condition que la DG Agri soit la première en pointe là-dessus et que ce soit à son niveau que ça se passe. Et je crois pas que ce soit le cas, donc ça m'inquiète un petit peu. Parallèlement, sur ce qui peut être fait avec le deuxième pilier, sur le premier, moi je suis résolument favorable aux aides contracycliques, mais là c'est pas le sujet. Mais sur le deuxième pilier, je serais assez favorable à ce que les stratégies soient définies au niveau des régions.
Pour nous, en tout cas, telles qu'elles sont redéfinies les régions aujourd'hui, ça a du sens. C'est elles qui ont la compétence économique et c'est à leur niveau qu'il peut y avoir des priorités qui soient définies et des politiques, en fait, en réalité, qui soient définies, plutôt qu'au niveau national. Olivier Alain. Sur une question très précise que celle-là, si par exemple on considère que des techniques de conservation de sol, le président de l'APAD est là, il y a 2% des sols en France qui sont cultivés sous ces techniques-là, dont Jean-Pierre Renaud, qui l'a fait à Groix pour produire son orge qui va servir à la brasserie. Si on considère que c'est vertueux pour l'environnement et que ça permet de produire, pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas une aide, allez, je vais dire 100 €, 150 € par hectare, à tous ceux qui vont vers ces techniques-là, parce qu'elles repermettent au sol de vivre, à stocker du carbone. Donc ça, c'est quelque chose de typiquement qui pourrait être dans les éco-schemes du premier pilier, qui sont contractuels, parce que ceux qui veulent y aller, il faut qu'ils y aient une aide, parce que la transition n'est pas évidente, on en a parlé beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose de concret qui va, à mon sens, justement, vers de l'agroécologie compétitive. Un mot d'Olivier Dauvert, et après j'ai une autre question. Dans nos recommandations, cette année, on appuie évidemment l'idée qu'il faut rendre les aides plus directement liées à des contrats de transition vers l'agroécologie. C'est un bon sens. C'est expliquer par contre à un drogué qu'il faut se sevrer, ce qui n'est pas facile, parce que ça veut dire que les aides directes ne sont pas l'alpha et l'oméga de la politique agricole commune. Et à ça, nous, on dit toujours, pensez-vous que durablement, le citoyen européen va accepter de payer, de subventionner 50% de l'agriculture, parfois 100% sur certaines filières. Comme la réponse est non à terme de toute façon, il faut bien se sortir de cette façon de subventionner de manière directe le revenu pour conditionner cette aide sur des sujets qui sont d'intérêt beaucoup plus généraux. L'agroécologie en est quand même un. Donc évidemment qu'il faut muter. Une question dans la salle. Ne faut-il pas également communiquer sur les différences de réglementation qui sont moins restrictives dans certains pays européens ? Oui, il faut communiquer là-dessus, il faut surtout organiser les contrôles avec une sincérité qui soit la même dans tous les pays. Parce qu'à partir du moment où on a un marché unique, des conditions de production en théorie les mêmes, mais qui ne le sont pas, et des contrôles qui ne sont pas faits avec la même intensité partout, ça ne fonctionne pas. Donc deux solutions. Soit on crée une police européenne des contrôles. Il ne faut pas rêver, on ne va pas rajouter d'administration aujourd'hui. Les contraintes budgétaires sont telles. Mais pour l'exemple et pour la réflexion, il faut dire c'est une piste. Il y a eu l'affaire des steaks hachés polonais, bien évidemment. Par exemple. Soit, deuxième solution, on dit, il faut rendre beaucoup plus publics les contrôles de chacun des pays pour qu'on puisse, d'autres pays, contrôler les contrôles des autres. Il n'y a pas d'autre solution parce qu'on se fâchera avec les Grecs. Je m'en fiche totalement, mais les contrôles en Grèce ne sont pas de la même nature que les contrôles en France. Et qu'à partir du moment où il y a des signes de qualité et des produits qui arrivent, bah évidemment, il faut qu'ils puissent être certifiés par des contrôles sincères. Réponse d'Olivier Alain là-dessus également. Frédéric, vous voulez y répondre peut-être tous les deux? Juste un mot, je reviens sur la GE. La question, c'est la définition des normes et des règles communes. Quand vous faites un marché, si on ne commerce pas et que tous les deux, on se dit, bon, on va s'acheter et se vendre des trucs, pas question. On va très vite, en fait, être sur le terrain de la reconnaissance mutuelle. C'est-à-dire, en fait, je ne sais pas exactement comment vous avez fait ça, mais je vous fais confiance. Et moi, ça y ressemble, on va dire que c'est la même chose. Et voilà. En fait, un marché se développe sur une base où on va pas trop loin dans la définition du marché même, de sa définition juridique. Et il y a, si on prend l'exemple des autorisations de mise en marché, il n'y a pas d'agence européenne d'autorisation de mise en marché. Ni de police, ni d'agence. Exactement. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est plus d'Europe. Ça, c'est certain. Juste après les européennes, c'est important de le dire. Il faut qu'on se parle plus et qu'on aille plus loin dans la façon dont on se met d'accord et qu'on s'entende sur les mêmes définitions. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'écart dans les réglementations parce que les définitions ne sont pas suffisamment précises en commun. En gros, la question pour la future politique agricole commune, c'est est-ce que ça va continuer à être essentiellement une boîte de distribution et d'aide de subventions aux agriculteurs ou est-ce que ça peut être aussi autre chose? Ça pourrait être autre chose. Olivier, Frédéric et moi, on fait partie d'un think tank qui s'appelle Agriculture et Stratégie. Frédéric Courleux est là. Et nous, on plaide pour plus de régulation, pour justement plus d'efficacité budgétaire. Parce que quand on laisse les prix s'effondrer, les compensations financières peuvent être coûteuses à l'État, alors qu'il vaut mieux réguler le prix et faire le revenu par le prix. Alors on espère toujours. Pour l'instant, ce n'est pas le chemin qui est pris, mais si on veut... C'est pas le chemin qui est pris. Mettre de l'agroécologie dans la PAC, ça n'existe pas. C'est pas ça, les outils de régulation, puisque quand on avait... Là, je parlais de régulation, puisqu'on a vu le secteur laitier, outils de régulation terminés, le sucre, pareil, mais qui voudrait mieux être plus punchy sur de la régulation
pour avoir moins de dépenses, peut-être à soutenir ou à voir les prix s'effondrer, compenser les revenus des agriculteurs, pour en mettre plus, justement, sur l'agroécologie, sur la production de protéines, qui est un vrai enjeu. Un vrai enjeu. On est dans un milieu, un monde aussi dangereux sur le plan politique. Être aussi dépendant des protéines végétales, du soja, OGM, que les consommateurs vont vouloir de moins en moins parce qu'ils associent OGM, Monsanto, glyphosate. Donc on a vraiment un vrai challenge qui est passionnant. Je trouve que moi qui avais peur que l'agriculture soit marginalisée il y a encore 2-3 ans, on voit qu'on revient au cœur des enjeux. On a un peu tout l'avenir devant nous. On a des clés extraordinaires là. Si on s'en donne un peu les moyens, si on va tous dans le même sens, avec une politique qui accompagne aussi ces transformations absolument nécessaires.